Bonjour, eh bien il y a peu de temps, le 22 octobre, très exactement il y a 3 jours, le CAC 40 avait terminé la journée à 4295 points. Il avait même dépassé un peu les 4300 points en séance et il était revenu à son meilleur niveau depuis 5 ans, pratiquement au niveau où il était au moment de la faillite de Lehman Brothers. En fait, on vit un très bon début d'année, elle est presque terminée, même on est déjà en hausse de 17-18% sur le CAC 40, et ça devrait logiquement bien se terminer. Et ces 17-18% s'ajoutent au score de 2012, 15% je vous le rappelle. Il ne reste qu'un peu plus de 2 mois donc pour terminer l'année, ce devrait être un bon cru à la bourse. Cela est d'autant plus vrai que depuis la rentrée, la situation s'est tout de même, d'une façon générale, bien améliorée. Pendant l'été, la bourse avait devant elle 4 préoccupations majeures. Aux États-Unis, la sortie annoncée de la politique monétaire très accommodante, le fameux quantitative easing, et en Allemagne, il fallait passer le cap des élections, l'Italie était en pleine crise politique, et en Syrie, il y avait l'horrible guerre civile. Depuis, la situation s'est quand même bien éclaircie. Les élections allemandes ont été passées par Mme Merkel avec succès, pas de changement politique notable donc. En Italie, la crise politique provoquée par les exigences berlusconiniennes s'est éteinte en douceur, et en Syrie, si malheureusement la crise n'est pas terminée, elle a été pour l'instant, disons, contournée. Restent les États-Unis où la situation s'est au contraire plutôt compliquée. Aux craintes provoquées par la prochaine sortie du quantitative easing se sont ajoutés les problèmes du dépassement de la dette et l'impossibilité de voir démocrates et républicains s'entendre pour trouver un budget acceptable par tous. Pour trouver une solution, il y avait une date butoir, c'était le 17 octobre. Sinon, les États-Unis risquaient d'être mis en défaut de paiement. C'était la faillite, c'était impensable. Alors, comme d'habitude, on est habitué, in extremis, la dernière nuit, non pas un accord, mais un compromis a été trouvé. Tout est repoussé à la mi-janvier. Ce n'est pas glorieux, mais au moins cela donne un répit. Comme les statistiques américaines restent plutôt favorables mais modestes, cela fait espérer au marché que la Fed ne commencera qu'au début de l'année prochaine la réduction de ses injections de liquidités. Je vous rappelle, injections de liquidités qui sont de 85 milliards de dollars par mois. Et si elle les commence, tout au moins, ce serait, on espère, par toute petite touche pour ne pas justement venir casser le marché. Dans ces conditions, même si le marché qui a beaucoup monté peut éprouver tout naturellement le besoin de souffler, c'est un peu le cas depuis 2-3 jours, on a bon espoir pour la fin de l'année. En plus, les problèmes que nous venons de voir résolus ou repoussés, la situation en Europe s'est imperceptiblement encore améliorée depuis la rentrée, elle devrait timidement continuer. D'ailleurs, les flux de capitaux itinérants qui tournent dans le monde, après s'être massivement dirigés vers les pays émergents, on s'en souvient, de 2006 à 2011, sont revenus en partie en 2011-2012 vers les États-Unis. Et maintenant, eh bien, c'est l'Europe qui semble les intéresser. Il est vrai que nous sommes la partie du monde la plus en retard, ce qui devrait même provoquer un phénomène de rattrapage important. Reste un point noir, les failles du système bancaire chinois. Espérons que cela n'aura pas trop de conséquences. Dans ces conditions, Jean-François, comment voyez-vous la fin de l'année ? Je vais reprendre, Jean-Pierre, ce que vous disiez, c'est-à-dire regarder un petit peu au moyen des indicateurs anticipés qu'on appelle les indicateurs PMI qui sont faits par Markit. Ce sont des indicateurs qui sont fiables, ils donnent une assez bonne idée de ce qu'en seront les économies dans une durée de 6 mois. Au-delà, je trouve que les économistes sont plus proches de Madame Irma que de la vérité. Mais pour les 6 mois, c'est vrai que ces indicateurs sont fiables. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent un peu partout dans le monde que les choses vont mieux, même si elles ne vont pas bien. En Europe, par exemple, ces indicateurs sont au-dessus des 50. Ils sont à 51,5. Alors, ça indique que nous sommes dans une phase de croissance, certes, puisque c'est 50 qui marque la limite, mais par contre, c'est une croissance qui se promet d'être lente, d'être irrégulière, et quand on est aussi peu au-dessus, 51,5, elle reste fragile. Et pour la France, la situation est encore plus tangente, puisque nous sommes à 50,1 ce dernier mois. Et c'est pareil un petit peu dans toutes les parties du monde. En Chine, par exemple, l'indicateur est à 50,9. Alors là aussi, l'économie repart. Vous savez qu'il y a eu un petit creux au 2e et 3e trimestre. Donc il y a une tendance à l'amélioration, mais le rythme sera lent, on le sait, enfin, lent pour la Chine, s'entend. Aux États-Unis, le niveau de cet indicateur est de 51,1. Alors là, c'est pas mal. Il est en recul sur le dernier mois,
Il était auparavant à 52,5, mais il faut tenir compte de la période très particulière que Jean-Pierre a décrite et qu'on vient de traverser, c'est-à-dire cette période du shutdown où, pendant 15 jours, les services publics ont été fermés. Et évidemment, quand les services publics sont fermés, ce n'est pas seulement le secteur public qui est affecté, mais c'est l'ensemble de l'économie qui est ralenti. Cette dispute stupide entre les élus politiques américains va amputer la croissance du 4e trimestre de 0,25% à peu près, en moins. Donc là aussi, on voit qu'il y a une reprise américaine, sans doute plus solide qu'en Europe ou en Chine, mais qui est encore, elle aussi, avec des obstacles devant elle et une nouvelle négociation au début de l'année prochaine qui nous est déjà annoncée. Alors comment cela se traduit au niveau des résultats des entreprises? Alors, on va voir d'abord l'Europe et puis ensuite les États-Unis. Alors en Europe, nous sommes toujours dans une tendance qui se ralentit de révision à la baisse des résultats. Mais c'est un peu comme le chômage. La croissance ralentit. Mais là, je dois dire qu'il y a une raison nouvelle, sans laquelle peut-être cette tendance aurait été inversée. La révision, elle est de 1% sur le dernier mois, donc c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et la raison nouvelle et particulière, c'est qu'au cours du dernier trimestre, l'euro s'est énormément renforcé par rapport à l'ensemble des devises, que ce soit le dollar, que ce soit les devises des pays émergents. Et il y a un grand nombre d'exportateurs européens qui sont affectés par cela, qui ont été touchés très directement dans leurs résultats. Alors on peut citer Danone, Pernod Ricard, Rémy Cointreau, Kering dans le luxe, aussi LVMH bien entendu, et puis d'autres entreprises européennes, vraiment, et puis d'autres encore dont Frédéric vous parlera. Aux États-Unis, évidemment, ce n'est pas la même situation, puisque eux ne sont pas affectés. Au contraire, la faiblesse de leur devise fait que les résultats des entreprises exportatrices sont un peu tirés vers le haut. Alors le résultat, c'est qu'il n'y a pas de révision aux États-Unis. On est en une stabilité. Et on peut penser qu'il devrait y avoir un 4e trimestre qui ne sera pas meilleur que prévu non plus, puisqu'il y a eu cette amputation de la croissance dont je vous ai parlé. Alors en conclusion, n'est-ce pas, on ne modifie pas notre stratégie. On est dans une situation nouvelle. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas trouvé cette situation. On l'avait trouvée dans les années 2005-2006, où on va avoir sans doute au début de l'an prochain une économie mondiale dans ses 3 grandes parties, européenne, américaine, asiatique, qui sera en croissance synchronisée, mais faible. Et dans ces conditions, eh bien, nous considérons que ce sont les entreprises cycliques qui doivent le plus tirer parti de cette situation. On sait qu'elles ont été pendant longtemps handicapées par la situation de l'économie européenne. Là, maintenant, ce n'est certes pas l'euphorie, mais c'est une amélioration progressive. Et donc, nous accentuons dans nos portefeuilles le poids des entreprises cycliques. Donc, à boire et à manger quand même dans toutes ces informations. Mais je vous rappelle que pour la fin de l'année, on a pour l'instant, non pas annulé, mais peut-être repoussé nos gros problèmes. J'espère qu'un autre ne viendra pas et que la fin de l'année, nous l'espérons, devrait être satisfaisante. Alors, Frédéric, dans ces cas-là, comment s'est comporté notre fonds FCP Mon PEA? Parce qu'on a frôlé là les 50% de hausse depuis la création. J'espère qu'on les aura dans les jours qui viennent. Où on en est exactement? Absolument, Jean-Pierre. Eh bien, on a fait une petite estimation hier soir après la séance d'hier et on arrive à 149 pour la VL de FCP Mon PEA. Oui, on n'était pas loin des 150. Hein. C'est pas loin des 150, on espère les atteindre. Ça veut dire que le fonds est en hausse de 49% depuis le 27 mai 2010. Donc toujours très en avance par rapport à son indice de référence. Et pour vous donner une idée, depuis le début de l'année, FCP Mon PEA fait 19% de performance. Donc il est toujours en performance très correcte par rapport à son indice de référence. Oui, il est en légère progression de près de 2 points. Ben, oui, mais 2 points sur 20, ça fait du 10%. Ça, hein. Pour arriver à ces résultats, on a procédé à des arbitrages, on a bougé dans le fond. Qu'est-ce qu'on a fait là pendant les 15 jours? Oui, on a fait plusieurs mouvements sur la quinzaine. Alors le premier mouvement, c'est un achat. On a une nouvelle entrée dans le portefeuille FCP Mon PEA, c'est Arkema. Arkema, c'est une société française qui fait partie des leaders de la chimie de spécialité. Pourquoi est-ce qu'on a investi dans Arkema? Premièrement, pour des raisons de valorisation, puisque la société se paye un petit peu moins de 11 fois les résultats 2014. Et ensuite, parce que le management fait part d'un plan 2016 où ils voient leur chiffre d'affaires monter fortement et passer de 6,4 milliards à 8 milliards d'ici 2016. Donc des perspectives intéressantes et une exposition aussi à l'Europe et une société assez cyclique qui correspond bien à notre stratégie du moment.
Donc ça, c'est pour les achats. Oui, on a vendu aussi. On a vendu quelques Si on lignes. achète, il faut vendre, il nous faut 25 valeurs. Absolument. Donc on a vendu 2 valeurs. La première, c'est Lafarge, donc le leader dans les matériaux de construction. Là, on l'a vendue parce qu'elle est exposée fortement aux effets de vise et on a préféré la vendre en amont des résultats parce qu'on a préféré être prudent. La deuxième valeur qu'on a vendue, c'est Ubisoft. On en parlait il y a 15 jours, on se demandait si les résultats trimestriels allaient être bons. Et là, le management nous a pris un peu de cours en faisant une annonce sur l'intégralité de l'année où ils ont revu très, très massivement leurs perspectives, tant de chiffre d'affaires que de résultats. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le jeu Watch Dogs, dont je parlais aussi il y a 15 jours, et le jeu The Crew, ils ont décidé de reporter leur sortie pour des problèmes de qualité. Donc, ça va être après les fêtes aussi, ça. Ça va être, en fait, ils ne l'ont pas sorti, ce qui fait que les fêtes ne bénéficieront pas des ventes de ces deux jeux et que l'année est un peu, voire très compromise. Donc on a préféré sortir du dossier. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle de la quinzaine. La bonne nouvelle, parce que même si Ubisoft a baissé, le fonds n'a pas baissé en relatif par rapport à son indice. Pourquoi ? Parce qu'on a pas mal de valeurs qui ont bien performé et qui ont sorti des résultats qui étaient plutôt réjouissants. J'en veux pour exemple Plastic Omnium, Publicis ou encore Safran. À l'inverse, Jean-François parlait des effets de vis qui impactaient certains de nos investissements. Là, on a Renault et Schneider qui ont fait part de problèmes de devises et qui ont eu des résultats un petit peu décevants. Bon, parallèlement à ça, on a eu aussi Lizzie qui a sorti des résultats qui étaient réjouissants et AXA aussi a sorti des résultats, ses indicateurs d'activité sur les 9 premiers mois. Et là, il apparaît que les activités d'unité de compte sont en hausse de 19% depuis le début de l'année, ce qui est très positif. Bon, je vois qu'on suit tout ça de très très près. Il faut continuer parce que c'est payant. Frédéric, Jean-François, je vous remercie. Nous nous retrouvons dans 15 jours. Pour mon compte, j'espère que j'aurai sinon les idées, tout au moins une voix plus claire et plus agréable. À dans 15 jours.